Lors d'un dîner luxueux, un homme d'affaires humilie une serveuse devant tout le monde, sûr de son impunité. Mais sa réponse, calme et ferme, révèle une vérité qui démantèle son arrogance aux yeux de tous. À partir de cet instant, naît une transformation qu'aucun des deux n'oubliera jamais. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un like, ça aide énormément notre travail. Et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le bruit assourdissant du métro bondé de la ligne 1 résonnait dans les wagons surchargés, tandis que Marine Dubois serrait fermement son livre d'anatomie entre ses mains. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle forçait sa concentration sur les pages décrivant le système cardiovasculaire humain. Autour d'elle, des dizaines de personnes se bousculaient dans le va-et-vient typique de 6 heures du soir à Paris, mais Marine avait appris à créer son propre monde silencieux au milieu du chaos urbain. Elle vérifia sa montre-bracelet et soupira. Il lui restait encore 40 minutes de trajet avant d'arriver à la station Franklin D. Roosevelt, où elle prendrait le bus qui la mènerait au Mirage, le restaurant le plus luxueux du 8e arrondissement de Paris. Dans 2 heures, elle servirait des plats qui coûtaient plus que ce que sa mère gagnait en une semaine à nettoyer des bureaux à la Défense. L'ironie n'échappait pas à Marine, mais elle avait appris depuis son plus jeune âge que la vie n'était pas juste. C'était juste la vie, et il appartenait à chacun de faire de son mieux avec les cartes qu'il recevait. Marine ferma son livre et appuya sa tête contre la vitre embuée du wagon. À travers son reflet, elle observa son propre visage. À 23 ans, elle portait dans ses yeux bruns un curieux mélange de jeunesse et de maturité précoce. Ses cheveux châtains étaient attachés en une simple queue de cheval, et même avec la fatigue estampillée sur ses traits, il y avait là une détermination qui émanait de chaque pore. Marine n'était pas une jeune femme ordinaire. C'était une jeune femme avec un but. La station Châtelet-Les-Halles approchait, et avec elle, une nouvelle vague de passagers tentant de se faufiler dans le wagon déjà bondé. Marine protégea son livre contre sa poitrine et se prépara à quelques minutes de plus à l'étroit. C'est à ce moment-là que son esprit voyageait toujours vers la petite maison de Saint-Denis, où sa mère, Rose, était probablement en train de préparer un dîner simple après une journée entière, à frotter des sols et à nettoyer des toilettes dans des immeubles de bureaux. Rose Dubois avait élevé Marine seule depuis qu'elle avait 5 ans. Le père avait simplement disparu un matin, ne laissant qu'une lettre mal écrite disant qu'il n'était pas prêt pour la responsabilité d'une famille. Rose n'a jamais dit de mal de lui devant sa fille, mais Marine percevait la douleur silencieuse que sa mère portait sur ses épaules courbées par le travail pénible et la déception amoureuse. C'est Rose qui a semé en Marine la graine de l'ambition pour l'éducation. Femme peu instruite, mais d'une sagesse infinie, elle répétait constamment à sa fille que les études étaient le seul véritable héritage qu'elle pouvait lui laisser. Le dimanche, quand Marine était encore enfant, Rose l'emmenait se promener dans le quartier latin, près de la Sorbonne, montrant du doigt les bâtiments imposants et disant, les yeux brillants d'espoir, qu'un jour sa fille étudierait là-dedans. Et Marine a étudié. Elle a étudié comme une forcenée. Elle se réveillait à 5 heures du matin pour réviser ses matières avant l'école, restait tard à la bibliothèque municipale du quartier, et lorsqu'elle est arrivée au lycée, elle savait déjà qu'elle voulait être médecin. Non pas pour le glamour ou l'argent, mais parce qu'elle avait grandi en voyant sa mère tomber malade à force de trop travailler et de ne pas avoir les moyens de se soigner correctement. Elle voulait être le médecin que sa famille n'avait jamais eu. Le concours d'entrée fut une bataille épique. Marine concourait pour une place en médecine à la Sorbonne, affrontant des candidats qui avaient étudié toute leur vie dans des lycées privés coûteux, qui avaient fait des classes préparatoires, qui parlaient couramment anglais et qui n'avaient jamais eu à travailler un seul jour pour aider à la maison. Mais Marine avait quelque chose que l'argent n'achète pas. Une faim, de vaincre qui venait de très loin, de l'amour pour sa mère et de la certitude que c'était sa seule chance de changer leur destin à toutes les deux.
Quand les résultats furent publiés et qu'elle vit son nom sur la liste des admis, Marine s'effondra en larmes devant l'ordinateur du cybercafé du quartier. Rose, qui avait dépensé les derniers centimes qu'elle avait pour payer l'accès à Internet ce jour-là, serra sa fille dans ses bras et elles pleurèrent ensemble pendant de longues minutes. Une nouvelle phase commençait, mais aussi de nouveaux défis. L'université publique était gratuite, mais la vie universitaire ne l'était pas. Les livres, le transport, la nourriture, le logement, tout coûtait de l'argent qu'elle n'avait pas. C'est alors que Marine découvrit une offre d'emploi de serveuse au Mirage grâce à une annonce sur le tableau d'affichage de la faculté. Le travail était de nuit, de 20h à 2h du matin, du mardi au samedi. Parfait pour concilier avec les cours du matin. L'entretien fut humiliant. Le gérant, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Antoine, a clairement indiqué dès le début que le Mirage servait une clientèle très exigeante et que le moindre faux pas serait un motif de licenciement immédiat. Marine avait besoin de ce travail, alors elle ravala l'arrogance et accepta toutes les conditions imposées, y compris l'uniforme qui ressemblait plus à un déguisement. Jupe courte, chemisier moulant et un minuscule tablier qui servait plus à décorer qu'à protéger. Les premiers mois furent une adaptation douloureuse. Marine dut apprendre à marcher en talons hauts, à mémoriser un menu complexe avec des noms en français et en italien, et surtout, à sourire même lorsque les clients la traitaient comme si elle était invisible ou, pire encore, comme un objet de décoration. Elle observait les autres serveuses, la plupart jeunes comme elle, mais issues de réalités complètement différentes. Certaines n'étaient là que pour de l'argent de poche, pour des voyages ou des vêtements de marque. Pour Marine, ce travail représentait la différence entre continuer ses études ou abandonner ses rêves. Le Mirage était vraiment un monde à part. Situé dans un bâtiment historique du Triangle d'Or, le restaurant occupait 2 étages de pur luxe. Des cristaux autrichiens pendaient du plafond en lustres imposants. Les tables étaient en marbre italien véritable et les couverts en argent massif. Chaque détail avait été pensé pour impressionner une clientèle habituée au meilleur de tout. La cuisine était dirigée par le chef Bernard Rousseau, un Français au tempérament de feu qui avait travaillé dans des restaurants étoilés à Paris avant de s'établir définitivement dans la capitale. Les plats étaient de véritables œuvres d'art, avec des prix qui faisaient penser à Marine combien de livres de médecine elle pourrait acheter avec la valeur d'une seule entrée. Marine comprit rapidement qu'il existait une hiérarchie stricte parmi les employés. Les serveurs hommes s'occupaient des tables les plus importantes et recevaient les meilleurs pourboires. Les jeunes et jolies serveuses s'occupaient des tables des hommes d'affaires et des politiciens qui fréquentaient l'endroit pour impressionner des clients ou célébrer des contrats. Et Marine, malgré tous ses efforts, recevait toujours les tables les moins rentables. Mais elle s'en fichait. Chaque billet qu'elle mettait de côté à la fin de la soirée la rapprochait un peu plus de son objectif. Elle avait calculé qu'elle devait travailler au moins 3 ans au Mirage pour subvenir à ses besoins jusqu'à l'obtention de son diplôme. 3 ans de sourires forcés, de pieds endoloris, d'arrivées à la maison à 3 heures du matin pour se réveiller à 6 heures pour les cours. 3 ans qui vaudraient toute une vie. Pendant les premiers mois, Marine passa inaperçue auprès de la plupart des clients. Elle avait développé une technique pour être efficace sans attirer l'attention, prenant les commandes rapidement, servant avec précision et disparaissant de la vue dès que possible. Elle savait que sa présence ici était purement fonctionnelle et que moins elle se ferait remarquer, mieux ce serait pour tout le monde. Rose suivait la routine de sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que Marine se sacrifiait au-delà de toute mesure, ne dormant que 4 heures par nuit, étudiant partout où elle pouvait trouver quelques minutes de liberté, mais elle reconnaissait aussi chez sa fille la même détermination de faire qu'elle avait elle-même développée pour survivre aux difficultés de la vie. Les petites heures du matin étaient le moment le plus difficile pour Marine. Quand elle rentrait enfin chez elle,
trop épuisée pour étudier mais trop anxieuse pour dormir immédiatement, elle s'asseyait à la petite table de la cuisine avec un verre d'eau et révisait mentalement tout ce qu'elle avait appris pendant la journée. C'était son rituel personnel, une façon de se rappeler que tout cela avait un but plus grand. Rose se réveillait souvent pendant ces moments silencieux et trouvait Marine penchée sur un livre, luttant contre le sommeil. Mère et fille échangeaient peu de mots à ces heures-là. Un baiser sur le sommet de la tête, un « N'oublie pas de te reposer, ma fille », et c'était tout. Elles comprenaient toutes les deux que ce sacrifice était temporaire, mais nécessaire. À l'université, Marine restait discrète. Ses camarades venaient majoritairement de familles aisées et avaient une réalité complètement différente de la sienne. Pendant qu'ils discutaient de l'échange universitaire qu'ils feraient pendant les vacances ou de l'internat qu'ils prévoyaient de faire à l'étranger, Marine calculait combien d'heures de travail il lui faudrait pour acheter le prochain livre de la bibliographie obligatoire. Mais Marine était brillante. Malgré toutes les difficultés, ses notes étaient toujours parmi les meilleures de la promotion. Elle avait découvert que son expérience de vie lui donnait une perspective unique sur la médecine. Alors que ses camarades étudiaient les maladies comme des concepts abstraits, Marine les voyait à travers les yeux de quelqu'un qui avait grandi dans un environnement où la santé était un luxe inaccessible. C'est lors d'un cours de cardiologie que Marine eut une révélation. Le professeur expliquait les causes sociales des maladies cardiovasculaires: stress, mauvaise alimentation, manque d'exercice, travail excessif, et Marine vit immédiatement le profil de sa mère. Rose présentait tous les facteurs de risque, mais n'avait jamais fait de bilan de santé adéquat simplement parce qu'elle n'en avait ni l'argent ni le temps. Ce soir-là, au Mirage, Marine observa les clients avec des yeux différents. Des hommes d'âge mûr, bedonnants, consommant des plats riches en graisse et buvant du vin cher tout en discutant d'affaires à voix haute. Beaucoup d'entre eux avaient probablement des assurances santé haut de gamme, faisaient des bilans réguliers dans des cliniques privées, avaient accès aux meilleurs traitements disponibles. L'ironie de la situation la dérangea profondément. C'était un jeudi typique quand tout a commencé à changer. Marine organisait les tables pour le dîner quand Antoine s'approcha avec une expression sérieuse. Édouard Chevalier, l'un des hommes d'affaires les plus riches de Paris, avait réservé une table pour 8 personnes. C'était l'une de ces occasions spéciales qui mobilisaient tout le restaurant. Personnel supplémentaire, menu spécial, service impeccable exigé. Marine avait entendu parler d'Édouard Chevalier dans les journaux, propriétaire d'un conglomérat d'entreprises allant du bâtiment à la technologie. Il était connu autant pour sa fortune que pour sa personnalité explosive. À 52 ans, il dirigeait un empire commercial évalué à des milliards et était célèbre pour sa présence intimidante dans n'importe quel environnement. Antoine expliqua que la table de M. Chevalier serait partagée entre les serveurs les plus expérimentés, mais que Marine devait rester à proximité au cas où ils auraient besoin de soutien. C'était une occasion d'observer comment fonctionnait le service VIP au Mirage, un cours pratique sur la manière de traiter avec l'élite des affaires parisiennes. Marine ajusta son uniforme, vérifia que ses chaussures étaient à mode propre et se positionna stratégiquement dans la salle. Vers 20h30, un mouvement différent à l'entrée attira son attention. Édouard Chevalier était arrivé, accompagné de 7 invités élégamment vêtus. Même de loin, sa présence remplissait l'espace. Grand, cheveux grisonnants parfaitement coiffés, un costume qui coûtait probablement plus que ce que Marine gagnait en un an. Le groupe fut conduit à la meilleure table du restaurant, près des grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. Marine observa de loin pendant qu'il s'installait, remarquant comment Édouard assumait naturellement la position de commandement, gesticulant en parlant et étant clairement le centre de l'attention. Ce que Marine ne pouvait pas imaginer, c'est que, dans les heures qui suivraient, sa vie et la sienne prendraient des chemins complètement différents. Qu'une soirée qui commençait comme n'importe quelle autre au Mirage deviendrait le tournant décisif pour eux deux.
et qu'une simple serveuse étudiante en médecine était sur le point de donner à l'un des hommes les plus puissants du pays une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le dîner avait commencé, et avec lui une histoire qui changerait non seulement deux vies, mais toute une perception de la dignité, du pouvoir et de la vraie valeur d'une personne. Le dîner au Mirage avait commencé avec toute la pompe attendue pour une occasion spéciale. Édouard Chevalier gesticulait avec animation en racontant une anecdote sur sa plus récente acquisition d'entreprise, un groupe hôtelier sur la Côte d'Azur qu'il avait acheté pour une somme qui couperait le souffle à n'importe quelle personne ordinaire. Ses invités riaient au bon moment, acquiesçaient avec enthousiasme et buvaient ses paroles comme s'il s'agissait de révélations divines. À table se trouvaient des personnalités importantes du monde des affaires parisien. Robert Martin, président d'une entreprise de construction multinationale, Carla Beaumont, directrice marketing de l'une des plus grandes agences de publicité du pays, Dr Fernand Rivière, avocat spécialisé en fusion et acquisition, Patricia Lambert, héritière d'une famille traditionnelle de l'industrie textile, Marc Vera, journaliste économique pour l'un des principaux journaux nationaux, Lucie Deschamps, directrice financière d'une banque d'investissement, et André Lefebvre, entrepreneur dans le secteur de la technologie. Marine observait de loin le déroulement de la soirée, attentive aux signes des serveurs principaux qui pourraient avoir besoin de son aide. Le groupe semblait s'amuser sincèrement, consommant des vins chers et des plats élaborés par le chef Bernard. La conversation oscillait entre les affaires, les voyages internationaux et les commentaires sur la politique nationale, toujours pimentés de cet air de supériorité que Marine avait appris à reconnaître chez les habitués du restaurant. Ce fut pendant le deuxième plat qu'Édouard commença à attirer l'attention sur lui d'une manière différente. Peut-être était-ce le vin, peut-être était-ce simplement sa personnalité naturelle qui refaisait surface, mais il commença à faire des commentaires de plus en plus forts et provocateurs sur tout ce qui l'entourait. D'abord, ce furent des observations sur les autres clients du restaurant, puis des critiques du gouvernement, et enfin, son attention se tourna vers les employés de l'établissement. Marine organisait une table voisine lorsqu'elle entendit Édouard commenter à voix haute combien il était intéressant d'observer la chorégraphie des serviteurs lors d'un dîner raffiné. Ces paroles portaient un ton de dérision qui fit rire nerveusement certains de ses invités. Marine fit semblant de ne pas avoir entendu et continua son travail, mais une sensation de malaise commença à se former dans son estomac. La situation s'envenima lorsque l'un des serveurs principaux, Charles, trébucha légèrement en servant le vin à la table d'Édouard. Il n'y eut pas de vin renversé, le service continua normalement. Mais Édouard profita de l'occasion pour faire un commentaire sarcastique sur la qualité de la main-d'œuvre française, ce qui provoqua des rires forcés de la part de certains invités et des regards gênés de la part des autres. Marine sentit le sang lui monter à la tête. Elle connaissait Charles depuis plus d'1 an, savait qu'il cumulait 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses 3 jeunes enfants et qu'il était l'un des employés les plus dévoués du Mirage. Mais elle savait aussi que sa place ici n'était pas de défendre qui que ce soit, c'était de rester invisible et de faire son travail. Antoine, le gérant, avait perçu le climat tendu et s'approcha de la table d'Édouard avec son sourire professionnel le plus forcé, présentant des excuses inutiles et assurant que le service serait impeccable pour le reste de la soirée. Édouard fit un signe de dédain, clairement satisfait de la soumission affichée par le gérant, et reporta son attention sur ses invités. C'est alors que le destin décida d'intervenir de manière inattendue. Marine passait près de la table avec un plateau de verre propre, quand Édouard leva brusquement le bras pour gesticuler pendant une histoire, heurtant son plateau. 3 verres tombèrent au sol, se brisant en 1000 morceaux étincelants sur le marbre du restaurant. Toute la salle se tourna vers la scène. Marine sentit des dizaines de regards sur elle, alors qu'elle se baissait rapidement pour ramasser les débris, s'excusant automatiquement. Son cœur battait la chamade. Sachant que tout dommage serait déduit de son salaire,
et qu'Antoine la réprimanderait probablement plus tard. Édouard regarda Marine agenouillée sur le sol en train de ramasser les morceaux de verre, et quelque chose dans son expression changea. C'était peut-être l'occasion parfaite de divertir ses invités avec une démonstration de pouvoir, ou peut-être était-ce simplement sa nature dominatrice qui refaisait surface dans un moment de vulnérabilité d'autrui. Quelle que soit la motivation, ce qui s'est passé ensuite marquerait à jamais la vie de tous les deux. D'une voix qui résonna dans la salle, Édouard déclara sur un ton théâtral que c'était exactement le genre d'incompétence qu'il ne tolérait pas dans ses affaires. Il s'adressa directement à Marine, qui était toujours agenouillée en train de ramasser les débris, et commença une série de commentaires humiliants sur les gens qui ne connaissent pas leur place dans la vie, et sur le fait que certaines personnes naissent pour servir et d'autres pour être servies. Les invités se regardèrent mal à l'aise. Marc, le journaliste, prit instinctivement son téléphone et commença à enregistrer discrètement, son instinct professionnel l'alertant que quelque chose d'important se passait. Carla Beaumont baissa les yeux vers son assiette, clairement gênée. Le docteur Fernand tenta de changer de sujet, mais Édouard était déterminé à poursuivre son spectacle. Marine finit de ramasser les débris et se releva lentement, gardant la tête basse comme elle avait appris à le faire dans les situations embarrassantes. Mais Édouard n'était pas satisfait de l'humiliation silencieuse. Il en voulait plus. Il voulait une performance complète pour ses invités. C'est alors qu'il commit l'erreur qui allait tout changer. Édouard sortit un portefeuille en cuir, cher, de sa veste, et commença à compter des billets de 100 € devant tout le monde. 1, 2, 5, 10 billets. Le silence dans le restaurant était sépulcral. Même les conversations aux autres tables avaient cessé, tous les présents réalisant que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Édouard tendit l'argent vers Marine et, d'une voix qui distillait l'arrogance, fit sa proposition. 1 000 €, une somme qui représentait près de 2 mois de son salaire. Tout ce qu'elle avait à faire était de s'agenouiller là, devant tout le monde, de s'excuser publiquement d'avoir perturbé son dîner et de reconnaître qu'il était une personne supérieure à tous égards. Le restaurant entier retint son souffle. Marine sentit ses jambes trembler, non pas de peur, mais d'une colère froide qui montait du plus profond de son âme. Pendant quelques secondes qui parurent une éternité, elle fixa l'argent tendu dans sa direction. 1 000 €. Assez d'argent pour acheter des livres, aider sa mère, peut-être même prendre quelques soirées de congé au restaurant pour étudier davantage. Mais alors, une image lui vint à l'esprit. Rose se réveillant avant le soleil pour nettoyer des bureaux, rentrant à la maison avec le dos endolori et les mains gercées, mais gardant toujours sa dignité intacte. Sa mère ne s'était jamais inclinée devant des patrons arrogants, n'avait jamais vendu sa fierté pour de l'argent. Rose avait appris à Marine que certaines choses dans la vie ne sont pas négociables, et la dignité était en haut de cette liste. Marine leva les yeux et croisa le regard d'Édouard. Pour la première fois de la soirée, elle le regarda directement. Il y avait quelque chose dans ses yeux bruns qui le fit légèrement reculer, une force sereine, une détermination qu'il ne s'attendait pas à trouver chez une simple serveuse. D'une voix calme, mais qui portait une fermeté impressionnante, Marine commença à parler. Elle dit qu'elle s'appelait Marine Dubois, qu'elle avait 23 ans et qu'elle était étudiante en 5e année de médecine à la Sorbonne. Elle raconta qu'elle travaillait ici depuis plus de 2 ans pour payer ses études, mais que son identité ne se résumait pas à l'uniforme qu'elle portait à ce moment-là. L'auditoire était hypnotisé. Certains serveurs avaient cessé de travailler pour écouter, d'autres clients chuchotaient entre eux, et les invités d'Édouard semblaient partagés entre la gêne et la curiosité quant au dénouement de cette situation inhabituelle. Marine continua, parlant de sa mère, une femme qui avait travaillé toute sa vie avec honnêteté et dignité, enseignant à sa fille que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à son caractère. Elle expliqua qu'elle était là parce qu'elle croyait en l'éducation comme outil de transformation sociale, qu'elle rêvait de devenir
médecin pour servir les gens qui, comme sa famille, n'avaient pas un accès facile aux soins de santé. Édouard tenta de l'interrompre à plusieurs reprises, gesticulant avec impatience et insistant sur le fait qu'elle oubliait sa place. Mais Marine continua de parler avec une sérénité qui désarmait toute tentative d'intimidation. Elle n'était ni irrespectueuse ni agressive, juste sincère. Le point culminant arriva lorsque Marine regarda directement l'argent dans sa main et d'une voix qui résonna dans toute la salle, déclara que 1 000 euros, 1 million d'euros ou toute sa fortune ne suffiraient pas à acheter sa dignité. Elle dit qu'elle ne s'agenouillerait que devant Dieu, sa mère et ses patients lorsqu'elle deviendrait médecin, mais jamais devant quelqu'un qui confondait argent et supériorité humaine. Le silence qui suivit fut assourdissant. Édouard était visiblement secoué, tenant l'argent en l'air sans savoir quoi faire. Ses invités évitaient de le regarder directement, certains clairement émus par les paroles de Marine. Marc continuait d'enregistrer discrètement, réalisant qu'il était témoin de quelque chose d'historique. Marine fit alors quelque chose que personne n'attendait. Elle prit une serviette de la table voisine, s'agenouilla à nouveau et finit de nettoyer les derniers fragments de verre qui étaient restés sur le sol. Elle se leva, regarda une dernière fois Édouard et dit simplement qu'elle était désolée pour l'accident, mais qu'elle continuerait à faire son travail avec le même dévouement que toujours. Elle se tourna et commença à marcher vers la cuisine avec une posture droite qui irradiait une noblesse naturelle. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans le silence absolu du restaurant. Jamais une serveuse n'avait commandé autant d'attention au mirage et jamais une leçon de dignité n'avait été dispensée de manière aussi éloquente et puissante. Édouard resta là, l'argent toujours tendu, ressemblant à un acteur qui avait oublié sa réplique au milieu d'une pièce de théâtre. L'arrogance avait laissé place à une expression de confusion et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit petit face à quelqu'un qui, théoriquement, avait beaucoup moins que lui. Le docteur Fernand fut le premier à rompre le silence, se raclant la gorge et suggérant qu'il était peut-être temps de commander le dessert. Carla Beaumont acquiesça rapidement, désireuse de changer de sujet. Mais l'ambiance avait changé irrémédiablement. Les rires forcés des invités ne parvenaient pas à masquer le malaise collectif. Lucie, la directrice de la banque, regarda Édouard avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant, un mélange de déception et de gêne. André, l'entrepreneur en technologie, tripotait nerveusement son téléphone, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Même Robert, son plus ancien partenaire commercial, évitait le contact visuel direct. Édouard rangea lentement l'argent, essayant de retrouver son sang-froid, mais il savait que quelque chose de fondamental avait changé à ce moment-là. La dynamique de pouvoir qu'il avait toujours maîtrisée avec aisance semblait soudain avoir été inversée par une jeune femme qui gagnait en un mois ce qu'il dépensait pour une seule bouteille de vin. Dans la cuisine, Marine posa ses mains sur le comptoir en acier inoxydable et respira profondément. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline qui courait encore dans ses veines. Elle savait qu'elle serait probablement licenciée avant la fin de la soirée, mais étrangement, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Charles, le serveur qui avait trébuché plus tôt, s'approcha d'elle, les yeux brillants d'admiration. Il murmura qu'en 15 ans de travail dans la restauration, il n'avait jamais rien vu de tel. D'autres employés s'approchèrent également, certains lui donnant des tapes dans le dos, d'autres souriant simplement, avec fierté. Antoine apparut dans la cuisine, le visage rouge de colère et d'anxiété. Il commença à réprimander Marine à tue-tête, disant qu'elle avait ruiné la réputation du restaurant et qu'elle serait licenciée sur le champ. Mais sa voix fut étouffée par les autres employés qui, pour la première fois, se sont unis pour défendre une collègue. Pendant ce temps, dans la salle, Marc finalisait discrètement son enregistrement et envoyait la vidéo sur le cloud. Son instinct de journaliste avait capté quelque chose de spécial, quelque chose qui transcendait une simple dispute entre un client et une employée. Il avait été témoin d'un moment de vérité pure, une leçon de dignité qui méritait d'être partagée avec le monde.
Édouard tenta de reprendre le contrôle de la situation, commandant plus de vin et forçant des conversations sur les affaires, mais la magie de la soirée s'était complètement dissipée. Ses invités participaient aux conversations de manière mécanique, clairement marqués par ce dont ils avaient été témoins. L'image de la jeune serveuse parlant avec une telle éloquence et un tel courage continuait de résonner dans l'esprit de tous. Patricia, l'héritière de l'industrie textile, ne pouvait s'empêcher de penser à l'histoire de la mère-femme de ménage que Marine avait racontée. Carla réfléchissait au nombre de fois où elle avait ignoré des employés dans sa propre entreprise, les traitant comme s'ils étaient invisibles. Le docteur Fernand se demandait intérieurement combien d'injustices il avait observées en silence au cours de sa carrière. Le dîner se termina de manière abrupte et inconfortable. Édouard insista pour payer l'addition rapidement et quitter le restaurant au plus vite, mais il savait qu'il ne pourrait pas effacer de sa mémoire ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait regardé au-delà de son compte en banque et avait vu l'homme qu'il était vraiment. Et apparemment, n'avait pas aimé ce qu'il avait vu. Lorsque le groupe quitta enfin le Mirage, le restaurant tout entier sembla pousser un soupir de soulagement. Marine fut appelée dans le bureau d'Antoine, prête à recevoir son licenciement, mais elle se retrouva face à une situation inattendue. Plusieurs employés s'étaient rassemblés et avaient menacé de faire grève si elle était renvoyée. Le chef Bernard, lui-même, qui se mêlait rarement des questions administratives, avait déclaré qu'il considérerait le licenciement de Marine comme une insulte personnelle. Antoine était pris entre le marteau et l'enclume. Il savait qu'Édouard était un client important, mais il réalisait aussi que Marine avait gagné quelque chose de rare dans le monde des services, le respect sincère de ses pairs. Il décida de garder Marine, mais l'avertit que tout autre incident entraînerait un licenciement immédiat. Marine le remercia poliment et rentra chez elle cette nuit-là avec le sentiment étrange d'avoir franchi une ligne invisible. Elle ne savait pas encore que, dans quelques heures, sa vie prendrait un tournant complètement différent. Que ces quelques minutes de courage face à un homme d'affaires arrogant seraient le catalyseur d'une transformation qui affecterait non seulement sa propre existence, mais aussi celle d'un homme qui avait appris à confondre pouvoir et valeur humaine. La vidéo de Marc était déjà en train d'être téléchargée sur Internet, prête à montrer au monde que parfois la vraie noblesse n'a rien à voir avec les titres ou l'argent, mais avec le courage de rester debout quand tout conspire à vous faire mettre un genou à terre. Marine se réveilla le lendemain matin avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si quelque chose de fondamental avait changé pendant la nuit. Il était 6 heures du matin un vendredi, et elle devait être à l'université dans 2 heures pour le cours de chirurgie cardiovasculaire. Mais, contrairement aux autres jours, elle n'arrivait pas à se concentrer sur les livres qu'elle étudiait habituellement pendant le petit déjeuner. Rose préparait le café quand elle remarqua que sa fille semblait différente. Il y avait quelque chose dans la posture de Marine, une sérénité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Pendant le petit déjeuner simple, pain avec de la margarine et café noir, Marine raconta à sa mère les événements de la veille. Chaque mot était choisi avec soin, mais Rose pouvait sentir l'émotion derrière le récit contenu de sa fille. Quand Marine eut fini de raconter la confrontation avec Édouard Chevalier, Rose resta silencieuse pendant de longues minutes. Puis, elle se leva de la petite table de la cuisine, serra sa fille dans ses bras et lui murmura à l'oreille qu'elle était fière de l'avoir élevée. Elle dit que Marine avait fait exactement ce qu'elle aurait fait dans une situation similaire et qu'aucune somme d'argent au monde ne vaudrait plus que la dignité qu'elles avaient construite ensemble au fil des ans. Au même moment, à une quinzaine de kilomètres de là, Édouard Chevalier passait une matinée très différente. Il était rentré chez lui la veille au soir dans un état d'agitation qu'il ne parvenait pas à expliquer complètement. Il avait bu 2 whiskies avant de pouvoir dormir, mais son sommeil avait été agité, perturbé par des rêves étranges où une jeune serveuse parlait avec une éloquence qui le laissait sans voix. Édouard vivait seul dans un appartement en attique à Neuilly-sur-Seine, un espace de 400 mètres carrés décoré par l'une des architectes les plus renommées de Paris. Tout y respirait le luxe et l'exclusivité.
Mais ce matin-là, en se réveillant et en regardant par la baie vitrée qui montrait toute la ville, il se sentit étrangement vide. Sa routine matinale incluait toujours la lecture des principaux journaux économiques, tout en buvant un café préparé par son employée de maison, Madame Carmen, qui travaillait pour lui depuis plus de 10 ans. Mais ce jour-là, même en essayant de se concentrer sur les nouvelles du marché financier, son esprit revenait sans cesse aux événements de la veille. L'image de Marine parlant de sa mère femme de ménage le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait pas rationaliser. Édouard avait grandi dans une famille de la classe moyenne supérieure, fils d'un industriel prospère, et avait toujours considéré son ascension sociale comme quelque chose de naturel et de mérité. Il ne s'était jamais vraiment arrêté pour penser aux gens qui servaient dans les restaurants, nettoyaient les bureaux ou occupaient des postes qu'il considérait comme inférieurs. Ses réflexions matinales furent interrompues par la sonnerie insistante du téléphone. C'était Robert Martin, son partenaire commercial qui avait assisté au dîner la veille. La voix de Robert semblait tendue, presque urgente, demandant à Édouard de vérifier immédiatement ses réseaux sociaux. Il y avait quelque chose qu'il devait voir. Édouard n'était pas très actif sur les réseaux sociaux. Il laissait cette tâche à son équipe marketing. Mais il ouvrit l'application Instagram sur son téléphone et réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il y avait des dizaines de notifications, des centaines de messages privés, et son nom était mentionné dans des publications qu'il ne comprenait pas au début. C'est alors qu'il trouva la vidéo. Marc Vera, le journaliste qui avait assisté au dîner, avait posté l'enregistrement complet de la confrontation avec Marine. La vidéo avait déjà plus de 50 000 vues et était partagée rapidement. La légende était simple, mais dévastatrice. Quand la dignité rencontre l'arrogance. Une leçon de vie que nous devons tous voir. Édouard sentit son sang se glacer dans ses veines en se regardant offrir de l'argent pour que Marine s'agenouille. Il vit sa propre arrogance reflétée de manière crue et sans filtre, entendit sa voix distiller le mépris et la supériorité. Mais ce qui le choqua vraiment, ce fut de voir Marine répondre avec une telle élégance et fermeté. Sur l'écran de son téléphone, elle paraissait bien plus digne et noble que lui. Les commentaires sous la vidéo étaient un massacre. Des gens de toutes les classes sociales exprimaient leur indignation face à son comportement, partageant leurs propres histoires d'humiliation au travail et louant le courage de Marine. Certains commentaires étaient particulièrement douloureux, le comparant à d'autres chefs d'entreprise connus pour leurs comportements abusifs et se demandant comment quelqu'un avec autant de pouvoir économique pouvait avoir si peu de classe. Édouard tenta d'appeler Marc, exigeant que la vidéo soit retirée, mais le journaliste fut direct en affirmant qu'il s'agissait d'un sujet d'intérêt public et qu'il ne retirerait pas la publication. Il expliqua qu'en tant que journaliste, il avait l'obligation de montrer des comportements qui reflétèrent des problèmes sociaux plus larges, surtout venant de personnalités publiques influentes. Pendant qu'Édouard faisait face à sa première véritable crise d'image, Marine était à l'université, assistant aux cours de chirurgie cardiovasculaire, complètement inconsciente de la tempête numérique qui se formait autour d'elle. Ses camarades de classe semblaient agités, chuchotant entre eux et regardant leur téléphone. Mais Marine était concentrée sur les explications du professeur sur les techniques de pontage coronarien. Ce fut pendant la pause entre les cours que tout changea pour Marine également. Fernanda, une camarade de promotion, s'approcha d'elle avec son téléphone à la main et une expression de stupeur sur le visage. Elle demanda à Marine si elle avait vu la vidéo qui devenait virale sur une serveuse qui avait affronté un homme d'affaires millionnaire. Marine répondit que non, imaginant que ce n'était qu'une des nombreuses vidéos qui circulaient quotidiennement sur les réseaux sociaux. Quand Fernanda lui montra la vidéo, Marine eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. C'était elle. C'était sa voix parlant de dignité, c'était ses mots sur sa mère, c'était sa posture ferme face à Édouard Chevalier, et le monde entier regardait. En quelques minutes, Marine fut entourée de camarades, de classe qui avaient reconnu la vidéo.
Certains exprimaient leur admiration pour son courage, d'autres posaient des questions sur ce que c'était de travailler au Mirage, et tous voulaient savoir comment elle se sentait face à cette exposition soudaine. Marine se sentit exposée et vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La vidéo continuait de gagner en popularité tout au long de la journée. Des influenceurs numériques commencèrent à commenter l'affaire, des journalistes demandaient des interviews et même des politiciens utilisaient l'épisode pour parler d'inégalité sociale. Marine Dubois, qui avait passé 2 ans à essayer de rester invisible au Mirage, devint soudain le visage d'un débat national sur la dignité et les droits des travailleurs. Édouard, de son côté, faisait face à des conséquences plus immédiates et sévères. Son service de presse fut bombardé de demandes d'interviews et de déclarations. Des clients corporatifs commencèrent à appeler pour se demander s'ils voulaient continuer à faire des affaires avec quelqu'un qui traitait les employés de manière si irrespectueuse. Les actions de ces principales entreprises commencèrent à chuter en bourse. Ce qui blessa le plus Édouard fut la réaction de ses proches. Lucie, la directrice de la banque qui avait assisté au dîner, appela pour annuler une réunion importante qu'ils avaient prévue pour la semaine suivante. Carla Beaumont, de l'agence de publicité, envoya un message formel informant que son agence ne pourrait plus représenter ces entreprises en raison de conflits de valeurs d'entreprise. Mais l'appel qui le secoua le plus fut celui de sa mère, Madame Hélène, une dame de 75 ans qui vivait dans une maison de campagne dans la vallée de Chevreuse. Elle avait vu la vidéo grâce à une petite fille qui la lui avait montrée sur son téléphone et elle appela Édouard avec une voix qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps, la voix de la mère déçue qu'il avait connue dans son enfance quand il faisait quelque chose de mal. Madame Hélène ne cria pas et ne fit pas d'accusation dramatique. Elle dit simplement qu'elle ne reconnaissait pas le fils qu'elle avait élevé dans l'homme qu'elle voyait dans la vidéo. Elle raconta qu'elle avait passé la nuit à se souvenir de comment était Édouard quand il était enfant. Un garçon sensible qui pleurait quand il voyait des injustices et qui défendait toujours les camarades les plus faibles à l'école. Elle demanda quand et pourquoi il était devenu quelqu'un capable d'humilier une jeune travailleuse. La conversation avec sa mère fut le tournant pour Édouard. Pour la première fois depuis des années, il se vit forcé de se regarder sans les filtres du succès, de l'argent et du pouvoir. L'homme qu'il observait dans le miroir de son luxueux appartement n'était pas le même que sa mère avait élevé avec tant d'amour. Quelque part sur le chemin de la richesse et du succès, il avait perdu quelque chose d'essentiel de son humanité. Pendant ce temps, Marine découvrait que la célébrité soudaine entraînait des complications inattendues. Des journalistes commencèrent à apparaître à l'université et au Mirage pour la chercher. Certains voulaient des interviews, d'autres voulaient simplement confirmer des détails sur sa vie. L'attention était intense et inconfortable pour quelqu'un qui avait l'habitude de vivre dans les coulisses. L'hôpital, où Marine faisait du bénévolat, fut également contacté par la presse. Le docteur Richard Moreau, le directeur médical qui supervisait les étudiants bénévoles, avait regardé la vidéo et avait été impressionné non seulement par le courage de Marine, mais aussi par l'articulation de ses paroles sur la médecine et le service social. Il avait connu de nombreux étudiants brillants au cours de sa carrière, mais peu démontraient une compréhension aussi profonde de la responsabilité sociale de la médecine. Ce fut le docteur Moreau qui prit l'initiative d'appeler Marine cet après-midi-là, lui demandant de se présenter à l'hôpital le lendemain pour une conversation importante. Il ne révéla pas la raison au téléphone, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui fit sentir à Marine qu'il ne s'agissait pas seulement du travail bénévole habituel. Édouard passa le reste de la journée à recevoir des appels de son équipe de relations publiques, essayant d'élaborer une stratégie pour contenir la crise d'image. Sa première réaction fut d'envisager des poursuites judiciaires, des tentatives de suppression de la vidéo ou des campagnes pour en diminuer l'impact. Mais, chaque fois qu'il regardait à nouveau la vidéo, il réalisait que toute tentative d'attaque contre Marine ne ferait que confirmer l'image négative qui avait été créée de lui. Le soir, Édouard se retrouva seul dans son appartement.
regardant la ville illuminée à travers les baies vitrées. Normalement, cette vue le faisait se sentir puissant, comme un roi observant son royaume. Mais ce soir-là, tout ce qu'il pouvait voir, c'était des millions de personnes vivant leur vie, travaillant dur, luttant pour la dignité et le respect, des gens comme Marine, des gens comme sa mère, des gens qu'il avait ignorés ou méprisés tout au long de sa carrière réussie. Marine passa également une nuit agitée, mais pour des raisons différentes. Rose avait regardé la vidéo sur le téléphone d'une voisine et était rentrée à la maison à la fois émue et inquiète. Émue de voir sa fille défendre les valeurs qu'elle avait essayé de lui enseigner, mais inquiète de l'exposition et des conséquences négatives possibles. Mère et fille discutèrent tard ce soir-là, assises dans le petit salon de leur maison à Saint-Denis. Rose partagea des histoires de sa propre vie, des moments où elle avait affronté des patrons difficiles et des situations humiliantes, mais en essayant toujours de garder sa dignité intacte. Marine réalisa que la force qu'elle avait démontrée au restaurant n'était pas seulement la sienne. C'était un héritage de générations de femmes travailleuses qui avaient refusé de s'incliner devant l'arrogance d'autrui. Le lendemain matin, samedi, la vidéo avait déjà dépassé les 500 000 vues et était commentée dans les émissions de télévision. Édouard se réveilla pour découvrir que son histoire était à la une de 2 des principaux journaux du pays. Les titres étaient dévastateurs. Le prix de l'arrogance et quand l'argent n'achète pas la dignité. Marine, de son côté, se réveilla pour une matinée qui allait changer le cours de sa vie académique et professionnelle pour toujours. La réunion avec le docteur Moreau à l'hôpital allait révéler des opportunités qu'elle n'avait jamais imaginées possibles. Édouard devrait également prendre des décisions fondamentales sur qui il voulait être à partir de maintenant. La vidéo était devenue plus qu'un simple enregistrement d'un moment embarrassant. Elle s'était transformée en un catalyseur de changement profond dans la vie des 2 protagonistes. Marine allait découvrir que parfois, le courage de défendre nos valeurs peut ouvrir des portes inattendues. Édouard allait apprendre que le vrai pouvoir ne vient pas de la capacité à humilier les autres, mais de la capacité à reconnaître nos erreurs et à travailler pour les corriger. La ville de Paris, avec ses contrastes extrêmes de richesse et de pauvreté, ses histoires de lutte et de dépassement de soi, avait été témoin d'un nouveau chapitre dans la bataille éternelle entre la dignité et l'arrogance. Et cette fois, la dignité avait gagné de manière incontestable, résonnant à travers les réseaux sociaux et touchant le cœur de millions de personnes qui luttaient aussi quotidiennement pour garder leur dignité intacte dans un monde qui ne valorise pas toujours la décence humaine. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière était particulièrement animé ce samedi matin, lorsque Marine arriva pour sa réunion avec le docteur Richard Moreau. Elle avait passé la nuit précédente à essayer d'imaginer ce que le directeur médical pourrait vouloir discuter avec elle, oscillant entre espoir et anxiété. La répercussion de la vidéo la mettait toujours mal à l'aise, mais une partie d'elle sentait que quelque chose d'important allait se produire. Le docteur Moreau était un homme de 62 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, qui inspirait une confiance immédiate. Il avait consacré plus de 30 ans de sa vie à la médecine publique et était connu non seulement pour sa compétence technique, mais aussi pour la manière humanisée avec laquelle il traitait tant les patients que les étudiants. Il avait suivi le travail bénévole de Marine au cours des 8 derniers mois et avait été impressionné par son dévouement et sa sensibilité dans la prise en charge des patients les plus démunis. Marine frappa à la porte du bureau du docteur Moreau ponctuellement à 9 heures du matin. En entrant, elle trouva non seulement le directeur médical, mais aussi 2 autres personnes qu'elle ne connaissait pas. La docteure Claudine Simon, coordinatrice du programme de bourse d'excellence de l'université, et le professeur Jean-Henri Leroy, vice-doyen académique de la Sorbonne. Le docteur Moreau invita Marine à s'asseoir et commença la conversation en expliquant qu'il avait regardé la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. Marine sentit son visage rougir, se préparant à une sorte de réprimande pour avoir exposé publiquement l'université à travers sa position d'étudiante. Mais ce qu'elle entendit ensuite fut complètement différent de ce à quoi elle s'attendait.
Le docteur Moreau dit qu'il avait été profondément impressionné non seulement par le courage dont Marine avait fait preuve, mais surtout par l'éloquence avec laquelle elle avait parlé de médecine, de responsabilité sociale et du véritable but de la profession médicale. Il expliqua qu'en plus de 3 décennies à former des étudiants, il avait rarement rencontré quelqu'un qui comprenait si profondément l'essence humanitaire de la médecine. La docteure Simon prit alors la parole, expliquant que l'université avait créé un programme spécial de bourse d'excellence destiné aux étudiants qui combinaient des performances académiques exceptionnelles avec une démonstration claire d'engagement social. Marine avait été sélectionnée pour participer à ce programme qui comprenait non seulement un soutien financier intégral pour ses études, mais aussi une bourse de subsistance qui lui permettrait de se consacrer exclusivement à ses études et à ses activités médicales. Marine sentit les larmes monter à ses yeux en traitant l'information. La bourse signifiait qu'elle pourrait quitter son travail au Mirage, se consacrer entièrement à ses études et avoir encore les moyens d'aider financièrement sa mère. C'était plus qu'elle n'avait rêvé dans ses moments les plus optimistes. Le professeur Jean-Henri ajouta que l'université souhaitait l'inviter à devenir ambassadrice étudiante du programme, partageant son histoire et son expérience avec d'autres étudiants d'origine modeste qui entraient à l'université. Il expliqua que son histoire avait touché non seulement la communauté académique, mais toute la société, et qu'elle pourrait être une source d'inspiration pour les jeunes confrontés à des difficultés similaires. Marine accepta la proposition avec gratitude, mais aussi avec la responsabilité qu'elle ressentait face au poids de cette opportunité. Elle savait que son histoire était devenue publique de manière inattendue, mais elle réalisait maintenant qu'elle pouvait utiliser cette exposition pour quelque chose de positif, pour montrer à d'autres jeunes que l'éducation était vraiment un chemin possible de transformation sociale. Pendant que Marine vivait ce moment transformateur à l'hôpital, Édouard traversait son propre parcours de réflexion dans un lieu très différent. Il avait décidé de rendre visite à sa mère, dans sa maison de campagne, dans la vallée de Chevreuse, un voyage qu'il n'avait pas fait depuis près d'1 an. La propriété rurale de 30 hectares avait été achetée par son père dans les années 70 comme un refuge contre la vie trépidante de Paris, et Édouard y avait passé de nombreux week-ends heureux pendant son enfance et son adolescence. Madame Hélène s'occupait de ses rosiers quand elle vit la voiture de son fils arriver par le chemin de terre. À 75 ans, elle conservait la même énergie et la même détermination qu'elle avait utilisée pour élever Édouard et ses 2 sœurs. Elle avait été institutrice pendant 40 ans et avait toujours été une femme de principes solides et de valeurs inébranlables. La rencontre entre la mère et le fils fut initialement tendue. Édouard tenta de minimiser l'impact de la vidéo, affirmant que la situation avait été déformée par les médias, mais Madame Hélène ne se laissa pas convaincre. Avec la fermeté douce qui l'avait toujours caractérisée, elle dit à son fils qu'elle avait regardé la vidéo plusieurs fois et qu'aucune distorsion possible ne pouvait justifier le comportement qu'il avait affiché. Assis sur la véranda de la maison de campagne, avec vue sur les pâturages verts et le lac artificiel que son père avait fait construire, mère et fils eurent l'une des conversations les plus honnêtes qu'ils avaient partagées depuis des décennies. Madame Hélène raconta des histoires de l'enfance d'Édouard qu'il avait oubliées, des moments où il faisait preuve d'une sensibilité exceptionnelle envers les personnes moins favorisées, son indignation naturelle face aux injustices et sa compassion sincère pour ceux qui souffraient. Édouard se souvint d'un épisode particulier que sa mère mentionna. À 12 ans, il avait utilisé tout son argent de poche pour acheter des médicaments pour le fils d'une employée de maison qui travaillait chez eux. L'enfant était malade et la mère n'avait pas les moyens de payer le traitement. Édouard avait non seulement acheté les médicaments, mais il avait aussi convaincu ses parents d'aider financièrement la famille. Madame Hélène demanda à son fils quand et pourquoi il avait perdu cette compassion naturelle. Édouard tenta d'expliquer que le monde des affaires était différent, que le succès exigeait une posture plus dure, mais ses justifications sonnaient creux même pour lui-même. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à se demander si le prix du succès financier n'avait pas été trop élevé.
La conversation se prolongea tout l'après-midi. Madame Hélène raconta les difficultés qu'elle et son mari avaient rencontrées pour construire une vie digne, les valeurs qu'ils avaient essayé de transmettre à leurs enfants et la déception qu'elle ressentait en voyant l'homme qu'Édouard était devenu. Ce n'étaient pas des paroles de condamnation, mais celles d'une mère qui voyait un potentiel de rédemption chez son fils et voulait l'aider à retrouver le chemin vers lui-même. Édouard passa la nuit à la campagne, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il dormit dans la même chambre que pendant son adolescence, regardant le plafond où étaient encore collées quelques étoiles phosphorescentes qu'il y avait mises à 15 ans. La simplicité de cet environnement contrastait radicalement avec le luxe de son appartement parisien, mais elle lui apporta une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le dimanche matin, Édouard se réveilla, tôt, et se promena sur la propriété, revisitant les lieux de son enfance. Au bord du petit lac, il se souvint des après-midi à pêcher avec son père, qui profitait toujours de ces moments pour enseigner des leçons sur le caractère et l'intégrité. Dans le potager que sa mère entretenait, il se rappela des matins à aider à soigner les plantes et à apprendre la patience et le travail acharné. C'est au cours de cette promenade contemplative qu'Édouard prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il appela Robert Martin, son partenaire commercial, et demanda de reporter toutes les réunions de la semaine suivante. Il expliqua qu'il avait besoin de temps pour repenser certaines questions personnelles et professionnelles. Robert, qui connaissait Édouard depuis plus de 20 ans, perçut que quelque chose de fondamental avait changé dans la voix de son associé. Madame Hélène prépara un déjeuner simple, poulet rôti, haricots verts et pommes de terre du potager. Et ils discutèrent de projets futurs. Édouard parla de la possibilité de créer un programme social à travers ses entreprises, quelque chose qui pourrait vraiment faire une différence dans la vie de personnes comme Marine. Sa mère écouta attentivement et, pour la première fois depuis des années, vit une lueur sincère dans les yeux de son fils. Pendant qu'Édouard traversait cette transformation intérieure à la campagne, Marine vivait des changements pratiques importants dans sa vie. Le dimanche après-midi, elle avait communiqué à Antoine sa décision de quitter son travail au Mirage. La conversation fut plus calme qu'elle ne l'avait prévu. Le gérant semblait soulagé de ne pas avoir à gérer l'exposition médiatique que la présence de Marine apportait au restaurant. Marine passa également le week-end à discuter longuement avec Rose des changements à venir. Sa mère était émue et fière, mais aussi préoccupée par l'exposition publique que l'histoire avait engendrée. Rose avait travaillé toute sa vie dans l'ombre, préférant toujours la discrétion, et voir sa fille au centre de l'attention la rendait anxieuse. Mais Rose comprenait aussi que c'était une occasion unique pour Marine de se consacrer entièrement à ses études et de réaliser le rêve qu'elle partageait depuis tant d'années. Elles discutèrent de la manière d'utiliser la bourse de subsistance de manière responsable, planifiant chaque centime pour maximiser les bénéfices non seulement pour Marine, mais aussi pour améliorer leur qualité de vie à toutes les deux. Le lundi, Marine se rendit à l'université avec un sentiment complètement nouveau. Pour la première fois en 2 ans, elle n'était pas épuisée par le travail de nuit. Elle avait dormi 8 heures complètes et s'était réveillée reposée. La différence dans sa disposition et sa capacité de concentration fut immédiate. Elle pouvait absorber les informations des cours avec une clarté mentale qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ses camarades de classe l'accueillirent avec un mélange d'admiration et de curiosité. Certains s'approchèrent pour la féliciter pour le courage dont elle avait fait preuve dans la vidéo, d'autres pour l'interroger sur ses expériences dans le monde du travail. Marine réalisa que, d'une certaine manière, son histoire avait créé un pont entre différentes réalités socio-économiques au sein de l'université. Édouard, de son côté, retourna à Paris le lundi avec une perspective complètement différente sur ses affaires et sa vie. Son premier arrêt ne fut pas son bureau, mais le siège du Secours catholique, où il avait décidé de chercher des conseils sur la manière de créer un véritable programme de responsabilité sociale. La réunion eut lieu avec sœur Thérèse, une religieuse de 70 ans qui avait consacré sa vie à des projets sociaux dans la banlieue parisienne.
Édouard expliqua ses intentions, admettant qu'il n'avait aucune expérience du travail social authentique, mais qu'il voulait apprendre à faire la différence de manière sincère. Sœur Thérèse, qui avait vu de nombreux hommes d'affaires essayer de nettoyer leur image par des projets sociaux superficiels, se montra d'abord sceptique, mais quelque chose dans la sincérité d'Édouard la fit croire qu'il était véritablement intéressé par le changement. Sœur Thérèse suggéra qu'Édouard passe quelques semaines à visiter des projets sociaux existants, à connaître de près la réalité des communautés défavorisées et à comprendre quels étaient les besoins réels avant de penser à créer un nouveau programme. Elle expliqua que de nombreuses tentatives de philanthropie échouaient parce que les entrepreneurs créaient des solutions à des problèmes qu'ils ne comprenaient pas correctement. Édouard accepta la suggestion et commença un programme intensif de visites d'ONG, de crèches communautaires, de centres de santé en banlieue et de projets éducatifs dans les cités. Dans chaque lieu, il rencontra des personnes dévouées qui travaillaient avec des ressources limitées pour faire une différence dans la vie des autres. Beaucoup de ces travailleurs sociaux avaient des histoires similaires à celles de Marine. Des personnes qui avaient surmonté des difficultés grâce à l'éducation et consacraient maintenant leur vie à aider les autres à faire de même. C'est lors d'une de ces visites, dans une école communautaire à la Courneuve, curieusement le même quartier où vivaient Marine et Rose, qu'Édouard eut une révélation importante. Il rencontra la professeure Marianne, une éducatrice de 35 ans qui avait grandi dans cette même communauté et était revenue y enseigner après avoir obtenu son diplôme de pédagogie à la Sorbonne. La professeure Marianne raconta son histoire avec passion et gratitude. Fille d'une mère célibataire qui travaillait comme employée de maison, elle avait pu étudier grâce à des professeurs dévoués et à des programmes de bourse. Après avoir obtenu son diplôme, elle avait refusé des offres d'emploi dans des écoles privées bien rémunérées pour retourner dans sa communauté et aider d'autres enfants à avoir les mêmes opportunités qu'elle avait eues. Édouard réalisa qu'il était en présence d'une version plus mature de Marine, quelqu'un qui avait surmonté des difficultés similaires et avait choisi d'utiliser son succès pour élever les autres. C'est à ce moment-là qu'il comprit que tout programme social qu'il créerait devrait être dirigé par des personnes comme la professeure Marianne et Marine, des personnes qui connaissaient intimement les réalités qu'elles voulaient transformer. Le jeudi de cette semaine-là, Édouard prit une décision importante. Il appela Marine par l'intermédiaire de l'université, demandant à lui parler personnellement. Marine hésita d'abord. L'exposition de la vidéo la mettait toujours mal à l'aise, et elle n'était pas sûre des intentions d'Édouard. Mais quelque chose dans l'humilité de sa voix au téléphone la fit accepter la rencontre. Ils se retrouvèrent dans un café près de l'université, un environnement neutre et public. Édouard arriva ponctuellement, mais il semblait différent, moins arrogant, plus humble. Il commença la conversation en s'excusant sincèrement pour son comportement au restaurant, admettant qu'il s'était comporté de manière indéfendable et que la vidéo avait été un miroir douloureux, mais nécessaire. Marine écouta en silence, toujours méfiante, mais reconnaissant qu'il y avait quelque chose de sincère dans l'attitude d'Édouard. Il expliqua alors les réflexions qu'il avait eues, les visites aux projets sociaux et l'idée de créer une fondation pour soutenir les étudiants en médecine à faible revenu. Mais, plus important encore, il expliqua qu'il ne voulait rien créer sans les conseils de personnes qui connaissaient vraiment ces réalités. Édouard fit une proposition inattendue. Il aimerait inviter Marine à être la coordinatrice pédagogique de la fondation qu'il avait l'intention de créer. Elle serait responsable de définir les critères de sélection des boursiers, de suivre le développement des étudiants et de garantir que le programme réponde réellement aux besoins des personnes qu'il entendait aider. Marine fut surprise par la proposition. C'était une occasion d'avoir un impact direct sur la vie d'autres jeunes dans des situations similaires à la sienne, mais cela signifiait aussi travailler directement avec l'homme qui avait tenté de l'humilier publiquement. Elle dit qu'elle aurait besoin de temps pour réfléchir et que si elle acceptait,
ce ne serait que sous des conditions très spécifiques garantissant le sérieux et la légitimité du projet. Édouard accepta toutes les conditions que Marine pourrait imposer. Il dit qu'il comprenait son hésitation et qu'il respecterait toute décision qu'elle prendrait. Ce qui importait, c'était qu'elle sache qu'il avait fondamentalement changé et qu'il voulait utiliser ses ressources pour faire une différence sincère dans la vie de personnes comme elle. La conversation dura 2 heures et se termina par une entente mutuelle. Marine accepta de réfléchir à la proposition et de donner une réponse dans 1 semaine. Édouard quitta la rencontre en sentant qu'il avait fait le premier pas réel vers la rédemption, tandis que Marine se retrouvait face à une opportunité qui pourrait multiplier l'impact de sa propre histoire de dépassement de soi. Cette nuit-là, tous deux réfléchirent à la manière dont un moment de confrontation s'était transformé en une possibilité de transformation sociale. Marine discuta longuement avec Rose de la proposition, pesant les risques et les avantages. Édouard appela sa mère, lui racontant la rencontre et lui demandant conseil sur la manière de procéder de manière éthique et respectueuse. La semaine qui suivrait serait décisive, pour eux deux, déterminant si un moment d'humiliation pouvait réellement se transformer en une force pour le bien social, et si 2 personnes de mondes complètement différents pouvaient travailler ensemble pour créer des opportunités pour d'autres qui faisaient face aux mêmes difficultés que Marine avait surmontées. Marine passa les 7 jours suivants en profonde réflexion sur la proposition d'Édouard. Elle discuta longuement avec Rose, qui se montra d'abord sceptique quant aux intentions de l'homme d'affaires, mais commença progressivement à voir cette opportunité comme une chance pour Marine de multiplier l'impact de sa propre histoire. Elle demanda également conseil au docteur Moreau, qui connaissait bien le monde académique et pouvait évaluer le sérieux de la proposition d'un point de vue institutionnel. Le docteur Moreau fut prudent, mais optimiste. Il expliqua qu'il avait suivi plusieurs projets de responsabilité sociale au cours de sa carrière et que la différence résidait toujours dans la participation sincère des personnes qui connaissaient de près les réalités que l'on cherchait à transformer. Le fait qu'Édouard ait contacté Marine pour diriger le projet, au lieu de simplement créer quelque chose et de chercher ensuite des bénéficiaires, indiquait une approche plus mature et respectueuse. Après 1 semaine de réflexion, Marine appela Édouard et fixa un 2e rendez-vous. Cette fois, elle était préparée avec une liste de conditions qu'elle considérait comme non négociables pour sa participation au projet. Édouard la reçut dans le même café, affichant la même humilité que la semaine précédente, et écouta attentivement chacune des exigences de Marine. Les conditions étaient claires et directes. La fondation devait être une entité indépendante, avec un audit externe annuel. Marine aurait une autonomie totale pour définir les critères de sélection et de suivi des boursiers. L'accent serait mis exclusivement sur les étudiants en médecine à faible revenu ayant un historique de bénévolat ou d'engagement social, et Édouard ne pourrait pas utiliser le projet pour son autopromotion ou son marketing personnel. De plus, Marine insista pour que la Fondation ait un conseil consultatif composé de professionnels du domaine social et de l'éducation, garantissant que les décisions ne seraient pas centralisées sur une seule personne. Édouard accepta toutes les conditions sans hésitation. Plus que cela, il suggéra que Marine fasse venir d'autres personnes pour former ce conseil consultatif, y compris des professeurs de la Sorbonne, des professionnels travaillant dans la responsabilité sociale et même des personnes des communautés qui seraient bénéficiaires. Il voulait s'assurer que la Fondation soit véritablement représentative et efficace. Au cours des mois suivants, Marine se partagea entre ses études à l'université et la structuration de la Fondation Dignité, nom choisi en hommage à la valeur qu'elle avait défendue cette nuit transformatrice au Mirage. Édouard fournit un bâtiment propre pour le siège de la Fondation, une maison rénovée dans le quartier du Marais, proche de l'université, qui fut adaptée pour accueillir les étudiants, organiser des réunions et offrir des espaces d'études et de convivialité. Le premier processus de sélection de la Fondation eut lieu 6 mois après la conversation initiale entre Marine et Édouard. Plus de 500 candidatures furent reçues de toute la région parisienne. Marine et son équipe,
qui comprenait déjà 2 assistants sociaux, une psychologue et 2 professeurs de la Sorbonne, développèrent un processus rigoureux qui évaluait non seulement les performances académiques, mais surtout l'historique d'engagement social et le potentiel d'impact futur de chaque candidat. Les 20 premiers boursiers sélectionnés avaient des histoires qui faisaient écho au parcours de Marine. Des jeunes de banlieue de plusieurs villes, enfants d'employés de maison, de femmes de ménage, de concierges, de vendeurs ambulants, mais tous avec une caractéristique commune. Ils avaient démontré, même avec des ressources limitées, une forme d'engagement envers leur communauté. Certains faisaient du bénévolat dans des églises, d'autres enseignaient à des enfants dans des ONG, certains organisaient des campagnes de vaccination dans les cités. Édouard suivait le développement de la Fondation avec un engagement personnel qui surprit même Marine. Il ne se contentait pas de fournir des ressources financières. Il participait activement aux réunions, connaissait personnellement chaque boursier et son histoire, et développa progressivement une compréhension sincère des réalités sociales qu'il ignorait complètement auparavant. C'est lors d'une de ces réunions qu'Édouard rencontra Jefferson, un jeune homme de 19 ans de la Courneuve, qui avait été admis en médecine à la Sorbonne après avoir étudié dans un cours de soutien communautaire organisé par des bénévoles dans une église. L'histoire de Jefferson le toucha profondément. Le jeune homme travaillait comme livreur de pizza depuis l'âge de 15 ans pour aider à subvenir aux besoins de ses 3 jeunes frères et sœurs, après que son père eut perdu son emploi dans une usine. Édouard vit en Jefferson non seulement un autre bénéficiaire de la Fondation, mais une leçon vivante de détermination et de sacrifice. Le jeune homme parlait de médecine avec la même passion que Marine avait démontré cette nuit-là au restaurant, mais portait sur ses épaules des responsabilités familiales qu'Édouard n'aurait jamais imaginé qu'une personne si jeune puisse supporter. Parallèlement aux activités de la Fondation, Édouard promouvait également des changements significatifs dans ses propres entreprises. Il mit en place des politiques de valorisation des employés, créa des programmes de formation continue pour les employés des niveaux opérationnels et établit des comités d'éthique qui garantissaient un traitement respectueux à tous les niveaux hiérarchiques. Le Mirage connut également des transformations importantes. Édouard acquit une participation dans le restaurant et travailla avec la direction pour créer un environnement de travail plus humain et respectueux. Des programmes de formation pour les employés, de meilleures conditions de travail et une politique stricte de tolérance zéro pour tout type d'irrespect ou d'humiliation furent mis en place, quel que soit le statut du client. Rose suivait les transformations dans la vie de Marine avec une fierté croissante. Et progressivement, sa propre vie commença également à changer. La bourse que Marine recevait permit à Rose de réduire sa charge de travail, et peu à peu, elle put prendre sa retraite avec dignité. Pour la première fois depuis des décennies, elle put prendre soin de sa propre santé, faire les examens médicaux qu'elle avait reportés pendant des années, et même réaliser de petits rêves, comme un cours d'alphabétisation pour adultes qu'elle avait toujours souhaité suivre. Les années passèrent rapidement. Marine se consacra entièrement à ses études et aux activités de la Fondation, maintenant toujours ses notes parmi les meilleures de sa promotion. Son expérience unique, combinant excellence académique, engagement social et leadership administratif, faisait d'elle une étudiante exceptionnelle qui attirait l'attention des professeurs et des camarades. Pendant sa 4e année de faculté, Marine décida de se spécialiser en médecine sociale et en santé familiale, un choix qui surprit certains camarades qui s'attendaient à ce qu'elle opte pour des spécialisations plus lucratives. Mais Marine savait exactement où elle voulait appliquer ses connaissances, dans les communautés défavorisées qu'elle connaissait si bien, offrant des soins médicaux de qualité à des personnes qui, comme sa famille, avaient toujours eu des difficultés d'accès à la santé. Édouard, de son côté, découvrit une nouvelle version de lui-même à travers le travail de la Fondation. Les rencontres mensuelles avec les boursiers devinrent les moments les plus importants de son agenda.
Écouter les histoires de dépassement de soi de ces jeunes, suivre leurs réussites académiques et témoigner de l'impact que l'éducation médicale avait sur leur famille et leur communauté donna à Édouard un sens du but que le succès financier ne lui avait jamais procuré. La fondation grandit organiquement au fil des ans. La 3e année de fonctionnement, elle soutenait déjà 50 étudiants en médecine dans les universités publiques de toute la région. La 4e année, elle s'étendit à d'autres régions de France. Édouard découvrit que ses ressources financières, lorsqu'elles étaient appliquées avec sagesse et humilité, pouvaient créer des vagues de transformation qui se propageaient bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit transformatrice au Mirage. Marine obtenait son diplôme de médecine avec les honneurs, ayant été choisie comme major de sa promotion, un honneur réservé à l'étudiant qui représentait le mieux les valeurs de la profession médicale. Sa remise de diplôme fut un moment d'émotion intense non seulement pour elle et Rose, mais pour toute l'équipe de la Fondation et les 50 boursiers qui considéraient Marine comme un mentor et une source d'inspiration. Édouard était présent à la cérémonie, assis discrètement au fond de l'auditorium, observant avec une fierté sincère la jeune femme qui était devenue bien plus qu'une partenaire de travail. Elle était devenue l'une des personnes qu'il respectait le plus au monde. Voir Marine recevoir son diplôme de médecine fut, pour lui, la confirmation que la véritable réalisation ne venait pas de ce que l'on accumulait, mais de ce que l'on construisait avec les autres. Après son diplôme, Marine fut acceptée dans un programme d'internat en médecine familiale et communautaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, là même où elle avait fait du bénévolat pendant ses études. Le docteur Moreau, désormais proche de la retraite, l'accueillit comme interne avec la même fierté qu'il ressentirait pour une fille. Rose était présente lors de la première consultation que Marine donna en tant que médecin interne. Voir sa fille en blouse blanche, stéthoscope au cou, s'occupant d'une dame âgée avec la même gentillesse et le même respect qu'elle avait toujours rêvé de recevoir, fut un moment qui cristallisa toutes les luttes et les sacrifices des années précédentes. Édouard continua d'étendre son travail social, mais en maintenant toujours les principes que Marine avait établis depuis le début. Humilité, transparence et un accent sincère sur la transformation sociale. La Fondation Dignité était devenue une référence nationale en matière de soutien aux étudiants en médecine à faible revenu et son modèle était reproduit par d'autres entrepreneurs dans différents domaines. Mais la transformation la plus profonde s'était produite dans le caractère même d'Édouard. L'homme arrogant et insensible qui avait tenté d'humilier une serveuse 5 ans plus tôt avait laissé place à quelqu'un qui trouvait un but et une satisfaction à élever les autres. Ses affaires continuaient de prospérer, mais elles étaient désormais menées avec des principes éthiques solides et une responsabilité sociale sincère. Le Mirage s'était également complètement transformé. Le restaurant restait l'un des plus raffinés de Paris, mais il était désormais connu non seulement pour la qualité de sa cuisine, mais aussi pour la manière exemplaire dont il traitait ses employés. À l'entrée de l'établissement, une plaque discrète mais significative portait le message qui synthétisait toute la transformation. Le vrai luxe, c'est le respect. Cette plaque avait été une idée de Marine, approuvée avec enthousiasme par Édouard. Chaque fois qu'il passait devant le restaurant, il lisait ces mots et se souvenait comment une jeune femme courageuse avait changé non seulement sa vie, mais aussi sa compréhension fondamentale de ce qui importait vraiment dans l'existence humaine. Lors de la fête des 5 ans de la Fondation Dignité, organisée au Mirage même lors d'une soirée spéciale, plus de 100 personnes se réunirent pour célébrer. Étaient présents tous les boursiers que la Fondation avait déjà soutenus, dont beaucoup étaient déjà diplômés et travaillaient comme médecins dans leur communauté d'origine. Des professeurs de la Sorbonne, des professionnels du secteur social, les familles des boursiers et même certains des anciens collègues de travail de Marine du restaurant assistèrent à la célébration. Édouard fit un discours émouvant, racontant comment cette nuit-là, 5 ans plus tôt, avait été le moment le plus important de sa vie. Non pas parce qu'il avait été humilié publiquement, mais parce qu'il avait trouvé un professeur inattendu
en la personne d'une jeune serveuse qui lui avait enseigné le vrai sens de la dignité et de la valeur humaine. Marine prit également la parole, s'adressant principalement aux plus jeunes boursiers. Elle raconta sa propre histoire de lutte, parla de l'importance de ne jamais oublier leurs origines et leurs responsabilités envers les communautés d'où ils venaient. Elle rappela que la médecine était une profession de service et que le véritable succès d'un médecin ne se mesure pas au prestige ou à l'argent accumulé, mais aux vies qu'il parvient à toucher et à transformer. Rose, maintenant avec des cheveux entièrement blancs mais des yeux brillants de fierté, observait sa fille parler à cet auditoire et se souvenait des dimanches où elle se promenait dans le quartier latin en rêvant de ce moment. Toutes les douleurs au dos, tous les réveils avant l'aube, tous les sacrifices en avaient valu la peine pour arriver jusque-là. Jefferson, le jeune homme de la Courneuve qui avait tant touché Édouard, était maintenant en 3e année de médecine et se consacrait à un projet de santé communautaire dans sa propre cité. Il représentait la 2e génération de transformation, inspirée par cette nuit au restaurant. Un jeune homme qui avait bénéficié du courage de Marine et utilisait maintenant ses opportunités pour en faire bénéficier d'autres. La fête se termina avec tous les présents, se tenant la main, dans un cercle qui incluait des hommes d'affaires prospères, des femmes de ménage et des concierges, parents des boursiers venus célébrer les réussites de leurs enfants. À ce moment-là, les différences sociales et économiques semblaient insignifiantes face à la force de la dignité humaine qui les unissait tous. Dans les années qui suivirent, l'histoire de Marine et d'Édouard devint presque légendaire, racontée et re-racontée comme un exemple de la manière dont un moment de courage peut engendrer des transformations qui se propagent bien au-delà des personnes directement impliquées. Des documentaires furent réalisés, des livres furent écrits, et la Fondation Dignité devint un modèle pour les programmes sociaux dans tout le pays. Marine devint l'une des médecins de famille les plus respectés de Paris, connue non seulement pour sa compétence technique, mais aussi pour la manière humanisée avec laquelle elle soignait ses patients. Elle continua de coordonner la Fondation, même après être devenue médecin, car elle comprenait que son rôle était plus grand que de simplement exercer la médecine, c'était de créer des opportunités pour que d'autres puissent suivre des trajectoires similaires. Édouard ne redevint jamais l'homme arrogant qu'il avait été avant cette nuit-là. Ses affaires prospérèrent encore plus après qu'il eut adopté des pratiques éthiques et une responsabilité sociale sincère, prouvant que le succès financier et les valeurs humaines n'étaient pas incompatibles. Il se remaria avec une assistante sociale qu'il avait rencontrée lors du travail de la Fondation, et ensemble, ils fondèrent une famille basée sur les principes de respect et de compassion. Rose vécut pour voir non seulement le diplôme de Marine, mais aussi les premiers boursiers de la Fondation obtenir leur diplôme et retourner dans leur communauté en tant que médecin. Elle décéda à 80 ans, en paix et entourée d'amour, sachant qu'elle avait accompli sa mission de créer une fille qui faisait une différence dans le monde. Le Mirage continua d'être l'un des restaurants les plus réputés de Paris, mais maintenant pour des raisons qui allaient au-delà de la gastronomie. Il devint un symbole de transformation et de rédemption, un lieu où l'arrogance avait cédé la place au respect, où le pouvoir avait appris à s'incliner devant la dignité. La plaque à l'entrée du restaurant devint un lieu de pèlerinage pour des personnes de toute la France qui visitèrent Paris. Le vrai luxe, c'est le respect. Des mots simples qui portèrent le poids d'une leçon apprise grâce au courage d'une jeune femme qui avait refusé de vendre sa dignité à quelque prix que ce soit. Marine prit sa retraite de la médecine à 65 ans, mais ne prit jamais sa retraite de la Fondation. Même à un âge avancé, elle continuait d'interviewer des candidats, de suivre des boursiers et de s'assurer que les valeurs qui avaient donné naissance au projet ne soient jamais oubliées ou déformées. Édouard vécut jusqu'à 80 ans, entouré de l'affection de centaines de médecins qui avaient bénéficié de la Fondation et le considéraient comme un second père.
Ses dernières années furent entièrement consacrées au travail social, ayant transféré la gestion de ses entreprises à des professionnels compétents qui partageaient ses valeurs. Leur histoire a prouvé que soit la profondeur de l'arrogance, il existe toujours une possibilité de rédemption lorsque l'on rencontre quelqu'un d'assez courageux pour montrer le chemin de la dignité. Elle a montré que la véritable noblesse n'a rien à voir avec les titres ou l'argent, mais avec le courage de défendre nos valeurs, même lorsque tout conspire à nous faire plier. Des générations d'étudiants en médecine continuèrent de bénéficier de la Fondation Dignité, chacun portant en lui la responsabilité d'honorer l'héritage de courage laissé par Marine Dubois, la serveuse qui a enseigné à un pays entier que la dignité n'est pas négociable, que le courage est transformateur et que le vrai pouvoir réside dans le fait d'inspirer les autres à rester debout, même face à ceux qui tentent de les faire s'agenouiller. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours de Marine et Édouard a profondément touché vos cœurs. Cette histoire montre que chacun de nous a le pouvoir de défendre sa dignité et de transformer des vies par le courage. Si vous avez été ému par ce récit de dépassement de soi et de transformation, laissez votre like, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment a le plus marqué votre cœur. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus noble et courageux de l'âme humaine. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la dignité n'a jamais de prix. Nous vous attendons pour le prochain épisode, toujours avec des histoires qui inspirent, émeuvent et transforment. À bientôt.